l'amour de Sion, Israël, mythe et réalité. Bonjour, nous sommes Stéphanie Soufir et Michael Barzvi. Nous vous proposons une série d'émissions dédiées à Israël et au sionisme, à travers l'histoire, les grands événements qui ont marqué Israël, à travers les personnages qui l'ont façonné, les idées et les mouvements de pensée qui ont forgé cette histoire. Notre but est de comprendre, d'expliquer, de donner des faits et des éléments de réponse aux questions que tout le monde se pose sur Israël et le sionisme. Aujourd'hui, nous faisons une émission un peu particulière puisque nous recevons un invité, Dominique Bourrel, avec lequel nous allons parler à l'occasion de la sortie de son livre de Martin Buber. Bonjour Dominique, bonjour Michael. Bonjour. D'abord, merci Dominique Bourrel de venir nous voir ici à Tel Aviv, à Radio Taf. C'est un plaisir. Vous avez publié une biographie imposante et mais magistrale de Martin Buber, après celle que vous aviez déjà publiée sur Mendelssohn. Donc vous êtes quelqu'un de fidèle, vous passez en général une vingtaine d'années avec chacun de vos auteurs. Vous êtes, je vous présente un peu, vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous avez également dirigé le centre de recherche du français de Jérusalem de 1995 à 2004. Et je rappelle que vous avez également été professeur invité à l'université Humboldt de Berlin. Voilà, Buber est un grand sioniste et d'un autre côté un personnage assez controversé dans le mouvement sioniste. Tout le monde connaît Buber en tant que philosophe, même si, et vous allez nous expliquer pourquoi, ces dernières années, on a beaucoup moins parlé de Buber parce qu'il y a quand même une mode d'une philosophie à la fois marxiste, ensuite structuraliste, ensuite analytique, et puis il y a aussi Lévinas qui est très à la mode, qui doit beaucoup à Buber, mais dont, je dirais, ceux qui aiment aujourd'hui Lévinas ne se souviennent pas beaucoup qu'il a été inspiré beaucoup par Martin Buber. Vous avez dit avant l'émission que Buber avait écrit des lettres, 50 000 lettres, dont on n'a pas encore le temps de toutes les lire, même pour ce livre. Est-ce que vous pouvez d'abord nous faire, disons, une petite biographie Buber, qui a marqué son temps, Buber qui a traversé le XXe siècle. Voilà, je sais qu'il est né à Vienne, mort à Jérusalem, mais entre-temps. Alors, et c'est vrai, les 50 000 lettres, c'est aussi des lettres qu'il a reçues, quand même. Faut pas exagérer. Puis il y en a des petites, il y en a un peu de toutes les tailles. Alors, effectivement, Buber est l'homme de plusieurs mondes. C'est pour ça qu'il est tellement fascinant. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui maîtrisait plusieurs disciplines, un peu comme Mendelssohn, d'ailleurs. C'est des très bons prosateurs, d'abord. Des gens qui écrivent très bien l'allemand, qui nous renvoient, d'ailleurs, au rapport extraordinaire entre les Juifs et la langue allemande, qui est aussi quelque chose qui mériterait des travaux spéciaux. Ce sont tous les deux des philosophes, vous l'avez dit. Ce sont tous les deux des gens qui ont traduit la Bible. Ce sont tous les deux des gens qui ont eu une très grande importance politique ou qui ont joué un rôle politique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas restés comme des profs, simplement, dans leur bibliothèque. Donc c'est la raison pour laquelle je pensais qu'il y avait une parenté entre ces deux manières d'être au monde et ces deux manières d'être juif. Alors vous l'avez dit, il est né à Vienne et les ennuis ont commencé très tôt puisque sa mère est partie lorsqu'il avait 3 ans et il a été élevé par son grand-père à Lemberg, qu'on appelle aujourd'hui Lviv, et qui faisait partie à l'époque, bien sûr, de l'Empire austro-hongrois. Ce grand-père a eu un rôle absolument très important, fascinant. Il est passé 15 ans d'abord à Lemberg, c'était pas juste des vacances, puisque son père, à Martin, est revenu à Lemberg et s'est occupé de son fils jusqu'à ses études. Donc, si vous voulez, ce moment de Lemberg est un moment très important qui, à l'époque, n'avait pas été beaucoup signalé par les autres biographes de Buber. D'abord, il y avait 1878, date de naissance. Voilà, c'est ça, 1878, et il va quitter pour rentrer dans l'Europe intellectuelle en 96, au moment où il va commencer ses études supérieures. Je rappelle que 96, c'est l'année de l'État juif de Herzl, et 97, c'est le premier congrès sioniste. Et donc, il va être scolarisé dans un lycée en polonais,
ce qu'on oublie toujours. Il a traduit Nietzsche en polonais. Donc c'est quelqu'un, il va savoir 10 langues à la fin de sa vie, et qui est aussi très doué pour les langues, comme beaucoup de gens de cet empire austro-hongrois. Faut pas oublier que cet empire était un empire où il y avait une grande hétérogénéité de nationalités. Il est allé dans une école juive, Cheder ou Yeshiva? Pas du tout. Il a été élevé à la maison parce que c'est des grandes familles. C'était une grande famille qui était extrêmement riche. Le grand-père était en même temps un grand banquier et ils avaient des mines de phosphate qu'il y avait là dans le nord de la Galicie et qui était en même temps un spécialiste des Midrashim. Et on doit à Salomon Buber les premières grandes éditions critiques des Midrashim. Et ça a joué un très très grand rôle dans la vie de Buber et il avait un rapport fasciné et fascinant avec son grand-père. Donc il a été élevé comme beaucoup de ces gens-là de cette société chez lui, avec une mademoiselle qui lui a appris le français, qu'il parlait à la perfection, et avec une grande partie de son éducation qui a été faite à la maison. Sa grand-mère était aussi quelqu'un qui savait très bien l'allemand, parce qu'on parlait à la maison soit allemand, soit hébreu, soit yiddish, soit même un peu ukrainien, enfin donc ruten, même comme on disait à l'époque. Donc si vous voulez, c'est déjà une jeunesse tout à fait extraordinaire, sur lequel on n'a pas encore beaucoup de connaissances, puisque ce milieu de Lemberg est encore un peu scellé, maintenant seulement, parce qu'après la Shoah, il y a eu 50 ans de communistes, ce qui n'intéressait absolument personne. Pourtant, c'était une communauté juive où il y avait 30% de la population de Lvov était juive. Tout à fait. Et comme on est entre amis, je pourrais même dire que pendant un grand moment, l'historiographie, si vous voulez, a beaucoup pâti de l'effet Stettel, c'est-à-dire que les Juifs étaient obligatoirement des gens pauvres, en proie à l'antisémitisme, dans des bleds de chez bleds absolument perdus, où il leur arrivait rien, et jamais ces gens étaient soit comme à Tchernovitz, soit à Lemberg, ou dans des grands endroits comme ça, où il y avait 5 universités, 10 académies, etc. Donc c'est aussi une autre manière de l'être juif qu'il a rencontré, avant de faire effectivement ses études comme on faisait à l'époque dans toutes les grandes universités européennes. Et les études de philosophie. Les études de philosophie, de germanistique et d'histoire de l'art, qui a beaucoup compté pour lui, comme pour beaucoup d'Allemands d'ailleurs de l'époque, d'où aussi sa très bonne connaissance de l'art, et surtout il savait très bien l'italien. Il a habité 1 an à Florence, et des gens, le fils de Buber que j'ai bien connu, Raphaël Buber, qui était le premier mari de Margaret Buber-Neumann, qu'on connaît parce que c'était une femme. Dans un kibbutz en Israël, et puis c'est surtout au kibbutz Geva, et qui a été très tôt aussi ingénieur et architecte, qui avait une boîte de construction, je crois, après avoir été d'ailleurs tout simplement conducteur de camion, puisque bien sûr il était communiste, et puis c'était pas rigolo d'être le fils de Martin Buber, donc il a fait ce qu'il fallait pour bien montrer qu'il n'était pas seulement le fils de Martin Buber. Et sa première femme est cette célèbre Margaret Buber-Neumann, qui, comme chacun sait, a eu le privilège douteux, entre guillemets, de faire plusieurs camps. Voilà, de faire non seulement le Goulag, mais après Ravensbrück, et qui a écrit ça dans une autobiographie qui est traduite en français, était tout à fait extraordinaire. Je vous arrête juste un petit instant. Dominique, durant son enfance, c'est-à-dire chez son grand-père et chez son père, est-ce qu'il a eu une éducation religieuse? Est-ce que pas du tout? Est-ce qu'il a eu un rejet de cette religion? Pas du tout, bien sûr, il a eu une éducation très religieuse. Et le Salomon Buber venait lui-même d'une grande famille de rabbins, d'une grande tradition de rabbins. Il a porté les téphilines, il a fait toutes les prières, il a fait la bar mitzvah, bien évidemment. Il a d'ailleurs une rue à Tel Aviv. Absolument, on a gardé son texte de bar mitzvah. Enfin, c'est vraiment... Alors après, c'est vrai qu'il y a un effet Vienne fin de siècle, qui, comme tous les gens de cette génération, pendant, mais pas beaucoup de temps, 1 ou 2 ans, il a fait le dandy salonnard viennois. Il était comme Stefan Zweig, extrêmement bien habillé, excellent danseur dans les premiers bals sionistes, et toujours très soucieux de sa personne. Mais si vous voulez, très vite, il est retombé dedans, comme on dit familièrement, puisqu'il crée l'association des jeunes sionistes en 98 durant ses études à Leipzig. Donc, si vous voulez, pendant 1 ou 2 ans, il s'est peut-être un peu éloigné. Il dit lui-même qu'il a arrêté de porter les téphilines, qu'il a arrêté de... Mais dans sa famille, on mangeait caché, on respectait les... Bien sûr, et après, lui-même a reproduit d'ailleurs ça, puisque non seulement il a élevé ses enfants, mais comme l'histoire se répète, il a élevé aussi ses petits-enfants, puisque justement, les enfants de Margaret Buber-Neumann et de Raphaël ont été élevés par Martin Buber, et Judith Buber-Agassi, qui vit encore à Herzliya, a été élevée, il les a emmenés en Palestine mandataire en 1938 quand il est arrivé. Et donc, ces enfants ont été eux-mêmes, ont fait leur bar mitzvah et ont été élevés, non pas chez Buber dans une atmosphère très religieuse, ils ne respectaient pas les commandements, mais par exemple, comme beaucoup de ces gens-là, quand il a été invité au Jewish Theological Seminary, un soir il est invité au Shabbat, il avait déjà 70 ans, on lui dit on va prendre un taxi, il dit il n'est pas question, c'est le Shabbat, j'y vais à pied. Donc vous voyez, il y avait ce côté, mais c'est vrai que
Sa question était d'ailleurs très intéressante et qui est une question encore aujourd'hui qu'on pose aux gens qui sont orthodoxes en disant, écoutez, ces 613 commandements, qui vous disent que ça vient de Dieu? Vous savez comme moi qu'il y a la théorie Leibovitz qui dit, on fait les commandements parce que c'est les commandements et après on discute, c'est un autre problème. Et puis d'autres qui disent, écoutez, c'est quand même pas la totalité du judaïsme, puisque comme toujours, il y a soit on fait la loi, soit on fait le prophétisme, et Buber, bien évidemment, était plutôt du côté du prophétisme. Oui, à quel moment Buber s'intéresse-t-il au mouvement sioniste? Alors très vite, en 98, donc il est encore étudiant. Il a 20 ans. Voilà, il a 20 ans et il monte une association des étudiants sionistes. Ça a retrouvé tous les papiers, ce qui était d'ailleurs un peu une gageure, puisque vous imaginez que les étudiants juifs allemands qui étaient à l'université étaient à 100 lieues du sionisme. C'était des gens qui voulaient être médecins, avocats, réussir. On est encore dans les grandes heures de l'assimilation, le format Hermann Cohen, etc. Et donc tout ça était assez difficile, voire même les gens du judaïsme officiel du célèbre Zentralverein lui empêchent d'avoir accès au fichier de la communauté en disant il ne va pas commencer à nous raconter des coups avec le sionisme, puisque chacun sait que le sionisme allemand, comme on le dit avec un sourire, c'était toujours le haut de l'organigramme, les Herrdoktoren, Professoren, mais en bas, si je puis dire, en dessous, c'était les fameux Ostjuden, c'est-à-dire les juifs d'Europe de l'Est, qui remplissaient les réunions. Et alors Buber commence à ce moment-là à écrire avec Herzl. Et il fait partie de la jeune garde autour de Herzl, et c'est la nouvelle édition de Herzl, parce qu'on a toujours l'impression que ce sont des choses qui sont connues depuis longtemps, mais en réalité c'est pas le cas. On vient juste d'avoir maintenant la fin de la dernière édition scientifique des textes de Herzl, avec toutes ces lettres, et Herzl a bien vu que ces jeunes loups du sionisme allaient être des gens avec lesquels il fallait compter, et c'est la raison pour laquelle il lui a même proposé, ce qu'il a fait, de prendre pendant une petite année la direction du grand journal de l'époque qui s'appelait Die Welt, et où donc là il est devenu du jour au lendemain quasiment, avec justement cette jeune garde qui va donner la fraction démocratique du sionisme, c'est avec Weizmann et mais il avait une approche différente du sionisme. C'est-à-dire justement l'idée c'était pas d'ailleurs au début tout à fait différent, c'était que simplement pour lui le sionisme c'était pas que de la diplomatie, c'était pas que voyez bien, pas que de la politique. Voilà, c'était pas que de la politique, c'était pas que vous vous souvenez des posters qu'on a avec Herzl, avec son queue de pie, avec son cylindre, qui fait la tournée des ambassades, il va même jusqu'au Vatican pour mendier un petit bout d'Empire ottoman, alors que ces loups lui ont dit mais on vous le donnera jamais, ça va jamais marcher. Alors c'est pas le problème, en plus le judaïsme c'est une culture, il faut que ces gens ils reviennent d'abord à leur judaïsme avant d'aller à Sion. Donc pour Buber ça faisait pas l'ombre d'un doute que la Palestine était le pays des Juifs et qu'il fallait revenir en Palestine et à Jérusalem. Simplement il fallait pas le faire n'importe comment, et puis quand on revenait, alors là c'était la tradition d'Achad Ha'am, c'était de savoir que bien évidemment il y avait déjà des gens qui étaient là. Et il disait toujours, on est revenu chez nous, mais parfois on a l'impression qu'on est revenu par la fenêtre ou par la mauvaise porte, sans faire attention qu'il y avait déjà des gens qui étaient là et qu'on ne pouvait pas traiter de cette manière-là. Alors on reviendra sur le sionisme de tout à l'heure, il y a aussi une autre passion, si je peux dire, de Buber, et c'est peut-être... ce qu'on retient souvent de Buber, c'est cet intérêt pour le chassidisme. Alors vous avez tout à fait raison. Et ce renouveau du chassidisme dans la philosophie moderne. Oui, vous avez tout à fait raison, parce que justement, Buber a vu dans le chassidisme, qui était méprisé à l'époque... Est-ce que vous pouvez rappeler juste à nos auditeurs qu'est-ce que c'est exactement le chassidisme, alors, la différence avec... Bien sûr, alors le chassidisme est un mouvement mystique qui est né donc en Pologne, en Mitteleuropa, au XVIIIe siècle, avec les grands noms comme Nachman de Bratslav, le Baal Shem Tov, et les gens qui justement ont commencé à se disputer pour savoir... À une période où il y avait de grands pogroms et de grandes... Voilà. Et donc un retour à la mystique, si vous voulez, qui est d'ailleurs une mystique qui naît aussi au XVIIIe siècle partout, comme à la fin du XIXe. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une religion, ou disons qu'une confession, parce qu'on a la même chose dans le monde chrétien, pense que va mettre tous ses œufs dans le même panier de la raison, vous avez à chaque fois des gens qui disent, attention, la raison, c'est pas la seule chose qui existe, et il y a donc une autre manière, ce qui est aussi une manière de contester aussi les establishments. Le chassidisme, c'est aussi contre les rabbins, pour le tzaddik, contre le judaïsme établi, avec des gens qui ont un accès direct
à la Torah, à Dieu, autour de leur véritable petite communauté qui commence à bourgeonner, comme on voit ça en Pologne et en Mitteleuropa. Et si vous voulez, Buber va utiliser de manière absolument géniale cette espèce de lave sous-cutanée, cette espèce d'énergie de subterraine, comme ça, en disant, faites attention, ça aussi c'est du judaïsme. Lisez la lettre au père de Kafka, en disant, votre judaïsme avec des bacs plus 15, avec des types qui ont en fait une légion d'honneur, un judaïsme qui est une légion d'honneur sur canapé, quoi, qui est une espèce de chose vaguement culturelle dont on n'a plus. C'est pas ça. Il y a aussi un autre mouvement derrière, quelque chose. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Alors, il n'est pas tout à fait le premier, contrairement à ce qu'on a dit, mais c'est vrai que cette espèce de manière de reprendre à son corps, et ça, il a pu le faire que parce que c'est l'homme de Lemberg. C'est aussi un homme qui a un pied. Il disait d'ailleurs, pour embêter ses amis yékés, donc juifs allemands, les Scholem et tous ces gens-là de Rehavia, il disait, vous savez, moi, je suis qu'un juif oriental. Je ne suis qu'un Ostjude et pas du tout... et c'est pour ça qu'il y aura aussi des problèmes avec l'université hébraïque. Parce qu'il disait vouloir faire... Alors qu'il était un des premiers à avoir pensé à l'université hébraïque. En 1902, il écrit avec Weizmann un petit pamphlet sur une université juive. Mais après, il dit, vous voulez juste faire une université comme les autres, on en a déjà suffisamment. Ce qui est important, c'est de mettre une bibliothèque dans chaque village, un endroit d'éducation pour adultes, des cours, des éducation jeunes, permanente, refaire le judaïsme, et une maison d'études. Et des cours d'arabe. Parce que bien évidemment, quand on arrive, c'est dans un pays où, encore en 45, où il y a encore 2 fois plus de musulmans que de juifs. Vous comprenez ? On oublie toujours un peu ça, après la déclaration Balfour, bien évidemment. Notre connaissance de Jérusalem fait que, comme à Jérusalem, il y avait une majorité de juifs depuis la fin du 19e, on a l'impression que c'est pareil partout. Mais c'est pas vrai. En 45, il y a 1 600 000 personnes à peu près dans la Palestine mandataire. Un tiers. Il y en a, voilà, absolument. Et beaucoup sont des chrétiens. N'oublions pas que c'est pas... Non seulement il y a des musulmans, mais le patriciat palestinien, c'est bien évidemment... Les Arabes chrétiens. Et c'est des Arabes chrétiens. On a tout à fait oublié parce qu'effectivement, tous ces gens-là sont partis, et les grandes familles, etc. Ce qui explique d'ailleurs, bien évidemment, on en parlera tout à l'heure, les rapports de Buber avec ces gens-là, en disant, mais enfin, vous plaisantez, ils ont fait leurs études à Vienne, ils ont fait leurs études à Berlin, ils parlent 5 langues, on ne peut pas traiter ces gens-là comme si c'était tous des gens de conditions plus Oui, je crois basses. qu'en plus, sur le chassidisme, il a réussi à faire une espèce de mélange, je dirais, entre la philosophie allemande, Kant et le chassidisme. Et d'ailleurs, son livre, Stéphanie, tu vas nous lire le début de ce livre qui, moi, m'a beaucoup marqué, parce que c'est le premier livre de philosophie que j'ai lu en terminale. Mon professeur de philosophie m'a dit, il a commencé son cours avec ce texte. Alors, tu vas nous lire ça. Les questions de Kant, donc. On raconte que Rabbi Bounan de Trisoucha, excusez-moi, un des derniers d'entre les grands maîtres du chassidisme, dit un jour à ses élèves « J'ai voulu écrire un livre qui devait s'appeler Adam, et tout l'homme devait s'y trouver. Mais ensuite j'ai réfléchi qu'il valait mieux ne pas l'écrire. » Dans cette parole de vrai sage, d'un ton si naïf, s'exprime, bien qu'au fond sa véritable intention soit autre, toute l'histoire de la pensée de l'homme méditant sur l'homme. L'homme sait, de temps immémoriel, qu'il est l'objet le plus digne de sa réflexion. Mais il craint aussi de traiter cet objet précisément, dans son intégralité, c'est-à-dire selon son être et sa signification. Il prend parfois un élan, mais bien vite, la problématique que soulève une occupation vouée à sa propre nature l'écrase et l'épuise. Et il se retire dans une discrète résignation, soit pour considérer toute chose entre ciel et terre hormis l'homme, soit pour diviser l'homme en districts auxquels on peut se consacrer séparément, d'une manière moins problématique, moins exigeante et qui engage moins. Très très beau texte qui montre que, au fond, la véritable question, c'est pour ça que on parle d'humanisme à propos et que vous avez donné d'ailleurs comme sous-titre à votre livre Buber, Sentinelle de l'humanité, parce que la vraie question c'est qu'est-ce qu'un homme ? Et l'homme juif, et là je pense que Buber a su montrer que le judaïsme, d'ailleurs il préférait le mot Israël à judaïsme, qui était antérieur à l'idée même du judaïsme, que l'Israël profond
était quelque chose qui pouvait apporter en fait à la notion même de l'homme. Donc c'est cette conception-là que Buber a su trouver dans le chassidisme aussi. Et ce texte très beau justement que vous venez de citer, il vient du problème de l'homme, qui sont les cours donnés en hébreu par Buber à l'université hébraïque à partir de 1938. Et donc là, il est en pleine possession de son art, et son assistant, qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui était un grand professeur et un grand sociologue de l'université hébraïque, s'appelait Shmuel Eisenstadt, me racontait comment justement il arrivait presque comme un magicien à jouer avec ces traditions sous les yeux absolument écarquillés, non seulement de ses étudiants, ce qui est la moindre des choses, mais même de ses collègues. Parce que vous voyez bien que ces textes-là, vous commencez un texte sur Kant en citant Rabbi Bounam, ça va pas le faire, comme disent les jeunes. C'est-à-dire que les gens vont dire, écoutez, et ça d'ailleurs lui a nui au début, ils ont écoutez, ou vous faites de l'histoire des religions, et nous, ça nous intéresse pas parce qu'on en a déjà d'autres, ou vous faites de la philosophie, et alors vous évitez de parler de Dieu. On a l'impression de se retrouver aujourd'hui, ou comme vous savez, en tout cas à Jérusalem, où vous avez le département de marché d'Israël, de pensée juive, donc, ou de pensée d'Israël, où vous pouvez passer votre existence sans lire un texte de Kant, et la philosophie, où vous pouvez, et de Maïmonide, ou justement celui de philosophie, où vous pouvez passer toute votre existence sans lire un texte de Maïmonide. Or, à cette génération-là, et en tout cas celle de Buber, il y a forcément cette espèce de méditation comme ça, avec les deux claviers, si vous voulez, c'est comme la clé de sol et la clé de fa pour ceux qui jouent. Ce qui est intéressant aussi, c'est que à ce moment-là, il est vraiment un vrai professeur, et ça c'est aussi rare que les professeurs, et aujourd'hui ça va de soi, mais que les professeurs aient donné droit de cité à l'université à des mouvements comme le chassidisme, qui était encore une fois justement à-universitaire, anti-universitaire, des choses qui intéressaient moins les gens. Nous allons faire une petite pause musicale et nous revenons juste après. Nous revoici avec Dominique Bourrel pour notre émission sur Martin Buber. Oui, à un moment, tu dis, en citant Buber, l'âme chassidique, c'est de ce qu'on appelle le judaïsme originel, quelque part le Ur Yudish, et que ce Ur Yudish, c'est finalement le reflet de ce qu'on pourrait appeler l'homme originel. C'est ça la conception de Buber, c'est que le judaïsme apporte dans cette idée d'humanité quelque chose une dimension particulière. D'ailleurs, ce qu'il dit à propos du Baal Shem Tov, c'est que ça n'est pas seulement une personne, c'est pas la légende populaire d'une personne, c'est une vocation, c'est un destin, c'est une idée qui peut être portée également par des non-juifs ou par des gens qui ne sont pas du tout religieux. Voilà, ce qui est très intéressant dans cette histoire du chassidisme, c'est que justement, il l'a révélé donc au monde juif, qui effectivement l'avait un peu minoré et ne s'intéressait pas à cela. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de goïms qui connaissent uniquement les histoires chassidiques par Buber. Absolument, et aussi aux non-juifs, mais pas seulement de goïms, même des juifs qui sont extrêmement éloignés de leur propre tradition. Quand on entre, par exemple, je l'ai lu dans une biographie, c'est pas moi qui l'ai fait, mais quand vous entrez chez Leonard Cohen, vous trouvez sur la table de nuit ou sur la table du salon les récits chassidiques. Oui. Quand vous rentrez dans la famille d'Allen Ginsberg, c'est pareil. Justement, ce côté un peu subculture, ce côté aussi un peu comme ça... culture populaire. Voilà, et aussi culture populaire, bien évidemment. C'est pour ça que parfois, certains de ses collègues trouvaient qu'il était peut-être lui-même tombé, entre guillemets, du côté de cette culture, alors que lui-même a toujours dit qu'il n'était pas un tzaddik. Donc le tzaddik, c'est l'homme juste qui est autour de cette communauté, quoi. C'est celui autour de quoi, autour de qui se fascine ce racidisme. Alors, il y a une idée qu'il dit, mais ça c'est important à mon avis, lié également au sionisme, c'est qu'il dit dans le racidisme, il y a l'idée d'un renouveau. C'est-à-dire que l'idée de la renaissance nationale, et que même s'il y a tout autre mouvement dans le judaïsme qui se déclare, il faudra prendre en compte cette idée qui vient du chassidisme, qui est l'idée de la renaissance, la régénérescence. Voilà, et là, alors, il est tout à fait branché, si je puis dire, sur ces philosophies de la fin du 19e, la philosophie de la vie, la philosophie de l'énergie, et le fait qu'il n'y ait pas que l'entendement, qu'il n'y ait pas que la raison, contrairement à ce qu'on pouvait aussi, vous vous souvenez, à l'époque, on reprochait ça aux Juifs, en disant c'est l'abstraction, c'est la raison, c'est la logique rationnelle, ouais. Etc. Et avec ça, Buber a dit, mais vous vous trompez complètement, ça n'a rien à voir, ça a à voir un peu. Mais ce qui est important, c'est cette force vitale, cette énergie vitale que grâce au chassidisme, le judaïsme va retrouver. Et d'ailleurs, en réalité, le judaïsme n'a jamais perdu. Voilà, c'est cette idée de réalisation. Et Stéphanie, je crois que tu vas nous lire ce texte magnifique de Buber sur l'idée de réalisation. Après, ça a été un petit peu transformé, réalisation de soi, etc., dans ce qu'on appelle les chicken soup, un peu, mais il y a quand même cette idée-là que l'homme doit se réaliser. La réalisation, mystère de l'alliance entre Dieu et l'homme, apparaît dans un triple récit des Écritures.
La première alliance, avec la motte de terre que le Créateur pétrit et par le souffle de sa bouche, anime avec sa seule bonté, de telle sorte qu'elle se développe en vie humaine, nous révèle que la tâche de l'homme n'est pas d'être mais de devenir. La seconde alliance avec les patriarches choisis, l'alliance qui commence avec le départ de la maison et des origines et se termine par la demande de sacrifice du Fils, nous révèle que la réalisation exige le prix ultime et l'abandon inconditionnel. La troisième alliance, dans le désert du Sinaï avec le peuple, dont le premier commandement « Vous serez pour moi un royaume sacré, un peuple saint », Exode 19:5, nous révèle que la réalisation du divin sur terre est accomplie non en l'homme, mais entre l'homme et l'homme. Bien qu'elle trouve son commencement dans la vie individuelle, elle ne s'achève que par la vie dans une vraie communauté. Alors là, on est vraiment au cœur, si je peux dire, de la philosophie de Buber. Absolument, ça c'est un qui va se développer sur ce qu'on appelle la philosophie du dialogue. Au fond, c'est ça l'idée centrale peut-être de la conception de Buber. Son grand livre, dont tu vas nous parler un petit peu, qui est publié dans les années 20 et qui a été republié et traduit dans nombre de langues, et qui est certainement, à mon avis, à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui l'existentialisme, ce qu'on a appelé le mouvement existentialiste, c'est ce fameux « Je et tu ». Alors, il vient d'être traduit en hébreu, d'ailleurs, ce « Je et tu », et en français, il est arrivé par Gaston Bachelard. Oui. C'est Gaston Bachelard qui avait rencontré Buber. À Dijon, je crois. Absolument, et puis ensuite, grand épistémologue, professeur de philosophie des sciences à la Sorbonne, qui avait rencontré Buber à Pontigny, qui était l'endroit où il fallait être entre les deux guerres, où il y avait ces rencontres d'intellectuels extrêmement célèbres. Le Paul Desjardins. Absolument, et c'est Bachelard qui a fait traduire ce « Je et tu », alors qu'il était quand même extrêmement éloigné des thèses fondamentales de Buber, notamment en bon philosophe des sciences. Le Bachelard qu'on connaît, nous, la psychanalyse du feu, c'est un Bachelard qui est plus tardif, bien sûr. Mais dans ce texte-là, qui est tout à fait extraordinaire, on voit bien que cette réalisation dont on a parlé, c'est autre chose que la description d'un état de fait et des états de vie. C'est vraiment que l'homme soit d'abord unifié en lui-même, unifié dans son judaïsme, que l'homme juif soit unifié avec le judaïsme, et après, forcément, et c'est la fin de Je et tu, il y a quelque chose du tu éternel, c'est-à-dire Dieu. Ce qu'on oublie toujours, et ce qui met aussi mal à l'aise nos amis philosophes, c'est que c'est une pensée religieuse. Et en réalité, c'est un des seuls de cette génération, je ne parle pas de Franz Rosenzweig, mais de ces sionistes à croire en Dieu. Vous vous souvenez de l'étonnement d'Hannah Arendt quand Golda lui a dit « Moi, je crois dans les Juifs, je crois en Israël, mais je ne crois pas en Dieu. » Et donc Hannah Arendt était absolument stupéfaite d'entendre ça. Or, Buber est quelqu'un qui croit en Dieu. Donc j'allais dire avec un sourire, c'est bien plus facile, c'est quand même moins compliqué quand vous croyez en Dieu, et bien évidemment de commencer, on l'a vu de manière merveilleuse, par la Bible, et de montrer ce que vous raconte simplement la Bible. Et ça, c'est le témoignage le plus important qu'a bien évidemment le peuple juif. Et tout ce qui est arrivé après, que ça soit le christianisme, que ça soit l'islam, est incompréhensible sans ce qui se dit dans ce texte-là. Et ce qui est intéressant... ce texte-là ne fait pratiquement très peu référence, pratiquement pas référence au judaïsme du tout. Tout à fait. C'est bien pour ça qu'il y a, et c'est pour ça que c'est si intéressant, c'est que le judaïsme est en même temps une particularité et en même temps un universel, ne peut pas être une particularité vraiment pensée si elle n'est pas universelle, et ne peut pas être une universelle comme ça, comme chez Hegel, qui vient dans les nuées, mais elle doit s'ancrer dans une particularité. Et il faut ajouter sur ce terme de réalisation, donc de Verwirklichung, que c'est vrai que Buber, de temps en temps, cède un peu à la facilité, parce qu'il écrivait très bien, et que vous et moi, on a fait de la philosophie allemande aussi pour cette raison-là. Et la philosophie, comme disait Heidegger, elle parle aussi un peu en allemand. Et quand on doit la traduire, c'est toujours un peu difficile. La langue parle. Parce que justement, pour se moquer un peu les gens de Rehavia et les gens autour de Gershom Scholem, pour se moquer un peu de Buber et de ses étudiants, ils disaient souvent « Oh ben il est en pleine Buberté ». C'était qu'il y avait cette espèce de langage comme ça, où il faut se réaliser, qui pouvait être effectivement tout de suite trivialisé, si on peut dire, alors que ce Je et tu est un texte fondamental, très important, très difficile d'ailleurs. Le professeur de Harvard, Hilary Putnam, qui vient de refaire un livre qui s'appelle Le guide de vie de la philosophie, il dit, autour de Maïmonide et de la philosophie juive, il dit « Faites attention, le Je et tu est un livre beaucoup plus difficile qu'on peut penser, puisque
ce dialogue dont vous avez parlé, c'est-à-dire le fait que ça commence avec une dualité et un dialogue, c'est même une attaque contre la métaphysique, contre l'idéalisme. Moi, je lis ça dans la généalogie avec Hermann Cohen et Franz Rosenzweig. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui remet en question la philosophie classique, l'idéalisme des Ilioniennes à Iéna, c'est-à-dire des présocratiques à Hegel. Et c'est pour ça qu'on a toujours un peu de mal, parce que, comme vous dites, comme ça a donné naissance à une partie de l'existentialisme, et vous avez très bien Gabriel Marcel, Lévinas. Voilà, vous avez très bien cité tout à l'heure Lévinas. Quand on veut un peu trivialiser Buber, c'est ce qu'on dit. On dit c'est simplement une espèce de relation, l'amitié, quelque chose de désincarné. Or, la chance des gens qui vivent âgés, c'est que quand Lévinas a écrit ça à Buber, Buber lui a répondu. En disant, mais pas du tout, puisqu'on sait bien que pour Lévinas, le tu est bien plus important que le je suis un peu l'otage de l'autre, alors qu'il pensait que chez Buber, il y avait une réciprocité, que le je et le tu pouvaient être... Et Buber est très bon, Buber lui répond en lui disant, j'ai jamais dit ça. Le je et le tu, d'ailleurs, est quelque chose aussi qui est proche de l'ineffable. Hein. Il est bien que c'est comme dans des états d'extase, ce véritable je et tu. Le reste, ça vient dans le on. Vous avez cité Heidegger, Sartre, etc. C'est-à-dire, dès que ça tombe dans le monde du S, quoi. Hein. Alors que ce monde du je et tu est effectivement quand même quelque chose de très... il revient d'ailleurs quasiment même de très extatique, quoi. Hein. Alors, on va lire un très court extrait de Je et tu, parce qu'il faut quand même, dans cette émission, citer ce texte qu'il faudrait lire en entier, mais bon, on n'a pas le temps dans cette émission. C'est par grâce que le tu vient à moi. Ce n'est pas en le cherchant qu'on le trouve, mais lui adresser le mot principe, c'est l'acte de mon être, c'est mon acte essentiel. Le tu vient à ma rencontre, mais c'est moi qui entre en relation immédiate avec lui. Ainsi, il y a dans cette rencontre l'être élu et l'élire. C'est une rencontre à la fois passive et active. En effet, l'action de l'être intégral supprime toutes les actions partielles, donc aussi les sensations d'action qui sont toutes fondées sur le sentiment de leur nature limitée. Cette action doit donc devenir semblable à une passivité. Le mot principe « je tue » ne peut être dit que par l'intégralité de l'être. Cette concentration, cette fusion en un être intégral ne peut jamais se faire par moi, ne peut jamais se faire sans moi. Je m'accomplis au contact du tu, c'est en devenant je que je dis tu. Toute vie véritable est rencontre. Magnifique. Voilà, formidable, il n'y a pas besoin de commenter. Pour une fois, c'est vraiment parfaitement limpide, et on voit bien aussi la différence, on voit bien d'où ça vient, on voit bien la différence aussi avec Lévinas, et tout de suite, au début de votre citation, il y avait bien ce qu'on lui a reproché, c'est une grâce. Hein, c'est une grâce, il ne s'agit pas d'être l'un en face de l'autre, il ne s'agit pas justement de ramener ça à la philosophie du dialogue, à tout ça, en disant toute vie véritable est rencontre, et ces rencontres-là, on n'a pas toujours le choix, on ne sait pas quand elles arrivent, et c'est comme une grâce, et en plus, il a été un peu plus loin. Aujourd'hui, on est tellement sensible à la dimension écologique, à la dimension des droits des animaux, ou en tout cas de la nature. Ce qui est très intéressant dans ces textes-là, c'est qu'il y a une ouverture à cela, puisque justement, c'est le Buber de Lemberg, il y a un passage sur son rapport dans sa petite autobiographie qui s'appelle Rencontre, d'ailleurs, comme par hasard, avec justement, il a vu son père s'occuper des chevaux, s'occuper des animaux, et il y a toute cette idée que tout ça n'est pas simplement limité avec deux êtres humains, mais aussi avec de l'organisme, et ça c'est quelque chose qui va très très loin. Bon, il faut pas oublier que ce texte est donc de 23, que Buber à partir de 25 a commencé à traduire la Bible avec Franz Rosenzweig, qui était aussi, lui, alors un grand philosophe, l'homme de l'étoile de la rédemption, que Rosenzweig va mourir en 1929. Donc avec lequel il avait quand même des divergences tout à importantes. Fait. Non, mais ça veut dire que malheureusement, ces textes-là sont restés aussi un peu à l'état de débauche. Son anthropologie, Je et tu devait être l'introduction. On a les plans, je crois que je dois les citer quelque part, tous ces anthropologies. C'est bien un professeur allemand, hein. Ces anthropologies doivent avoir 3, 4, 5, 6 volumes. Et bien évidemment, seul le début est aimable, disait Goethe. On n'est jamais arrivé à faire autre chose, exactement comme ses livres sur la Bible. Donc en 25, il commence à traduire la Bible, et puis il est à ce moment-là le grand exposant, quasiment avec Einstein et Freud, les trois juifs les plus connus au monde. Parce qu'à cette époque-là, c'est très centré sur l'Europe. Hein. Et on voit bien tous ces élèves qui vont partir aux États-Unis, les gens qui vont l'étudier dans les ashrams. Il fait un séminaire sur le Tao, Rabindranath Tagore. C'est tout à fait extraordinaire. Ça n'arrête pas. Si on peut donner d'ailleurs ce sentiment-là aux auditeurs en parlant, à un moment, il y a une véritable apnée, quoi. On a vraiment envie de dire, bon, on va reprendre quelque chose comme religion et ontologie chez Lévinas pendant 10 ans, et puis on va pouvoir souffler un peu, quoi. Enfin, alors que là,
On a vraiment l'impression aussi d'un maelstrom intellectuel. Il est à ce moment-là professeur à l'université de Francfort, professeur au Lehrhaus avec Rosenzweig. Et puis Lehrhaus, c'est une espèce de maison d'études populaire. Hein, et à partir de 1933, il va incarner la résistance spirituelle jusqu'en 38, à dormir quasiment dans les trains, après avoir été visité par la Gestapo en mars 33 immédiatement, et aller rendre justement le judaïsme à ces juifs. Parce que du coup, il est interdit de conférences. Il a été interdit de parole pendant un petit moment, mais comme vous savez, au début, le nazisme voulait surtout expulser les juifs. Donc tout ce qui était sioniste, tout ce qui consistait à envoyer les gens en Palestine, il trouvait ça très bien. Donc on disait, finalement, laissez-le parler. Et dans le cas de Buber, il a passé absolument des jours entiers à redonner un peu du judaïsme à des gens qui étaient marginalisés, qui ne savaient même pas pourquoi, en disant, mais attendez, il faut leur donner un peu de judaïsme. Et moi, je le défends là toujours beaucoup, même parfois avec trop de passion. On ne s'en était pas rendu compte, Dominique. Mais parce que les gens, vous avez toujours des esprits forts, comme le grand professeur Scholem, et j'aime pas être dépassé dans notre admiration commune que nous partageons ici pour Gershom Scholem, mais qui était là à partir de 1923. Les gens, ils pouvaient pas tous partir. Les gens ont dit, mais on peut pas abandonner cette communauté. On va pas les laisser, tout le monde en plan. Lui, il avait des invitations de tous les côtés en disant, mais... Et il y avait toute une jeune génération de rabbins. Je pense par exemple au père et fils, au rabbin Winter, au rabbin Altman, au rabbin Prince, qu'on est en train de redécouvrir. J'y suis pas complètement étranger, parce que forcément, pendant un moment, c'était des gens qui étaient soi-disant des salonnards, qui voulaient pas partir, qui ont cru que ça allait s'arrêter. Tout ça est d'ailleurs vrai. Buber, quand il s'en va à 60 ans, en 38, c'est l'âge que Stefan Zweig a 2 ans après, quand il va se suicider. Donc en 38, il va refaire une nouvelle vie, et il y a une image que j'aime beaucoup, c'est que il y en a un autre grand juif allemand ou autrichien qui part à ce moment-là, c'est bien sûr Sigmund Freud. Et les deux ont dans leur serviette, si je puis dire, un livre sur Moïse. Et Buber va publier son livre sur Moïse en hébreu, d'abord en feuilleton comme Gog et Magog dans Davar, et Freud, au contraire, ça va être, comme chacun sait, le dernier livre qui veut montrer que Moïse est égyptien, sur lequel il y a des bibliothèques entières. On va aborder la question de la relation dans le mouvement sioniste et des positions, disons, politiques de Buber, mais on va faire peut-être une petite pause musicale. On revient tout de suite. Alors, on va aborder une question qui est assez controversée, évidemment, sur Buber. C'est sa relation au sionisme, à l'État d'Israël, ses positions, évidemment, sur la question arabe, et une activité qu'il a eue tout au long de sa vie. Au départ, évidemment, il faut rappeler, Buber est un sioniste. Buber non seulement est sioniste, mais je dirais même qu'il est un nationaliste. C'est-à-dire qu'il définit parfaitement, à mon avis de façon absolue, ce qu'est le peuple juif, que pour lui ne fait absolument aucun doute que le judaïsme n'est pas une religion, mais aussi une nationalité, et que les juifs se manifestent dans leur vie comme nation. Alors, il y a une définition, dans un livre que j'ai écrit il y a quelques années, et à l'époque, Buber n'était pas traduit, ce texte n'était pas traduit, donc je l'ai traduit. Donc c'est ma traduction, j'espère que tu seras d'accord avec la traduction. Être un peuple peut être comparé à avoir des yeux capables de voir. Être une nation, c'est avoir conscience de la vision et de sa fonction. Être nationaliste, c'est souffrir d'un trouble des yeux qui nous fait nous préoccuper d'eux sans cesse. Un peuple est un phénomène de la vie. Une nation est un phénomène de la conscience. Le nationalisme en est un de la surconscience. C'est du Freud, hein. Ouais. C'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui de se replacer en plus dans le contexte. Oui, aujourd'hui, un texte comme ça, on dirait que c'est... Bien sûr. Mais d'abord, alors donc, tu as tout à fait eu raison de le rappeler. Buber est d'abord un sioniste, en plus un des premiers sionistes. Pour lui, ça ne fait pas le moindre doute que la Palestine est la patrie du peuple juif et qu'il faut revenir le plus vite possible, avec ou sans mandat, avec ou sans diplomate qui ait réussi à accorder, à octroyer comme ça un pays, mais simplement, c'est pas une nation comme les autres. Hein. Et donc, pour lui, il va avoir deux activités encore aujourd'hui très connues. Donc, le premier, c'est la fondation avec Arthur Roupin du Brit Shalom, donc de l'Alliance pour la paix dans les années 25-26, qui va être l'idée dans la suite d'Achad et du sionisme humaniste en disant, faites attention, il y a un peuple qui est là, il est même en majorité, on peut donc pas le traiter comme quantité négligeable, et c'est justement
le fait que le peuple juif doit être une passerelle entre l'Orient et l'Occident, doit être justement quelque chose de l'entre-deux et de rassembler la Méditerranée comme le lac Tibériade de l'humanité, comme disait Louis Massignon. Et donc ça, c'était le Brit Shalom. Donc là, on trouve effectivement beaucoup d'universitaires, beaucoup de gens de l'université hébraïque, surtout d'ailleurs des gens qui viennent de Prague et justement de ce pays, de ces pays dont on parlait tout à l'heure, où il y avait 15 nationalités, 10 religions, et où tous ces gens-là vivaient quand même, contrairement à ce qu'on l'a dit, plutôt bien. À partir de 29, où vont se précipiter les événements que nous connaissons, ce Brit Shalom va s'arrêter de sa mort lente, si je puis dire, et ça va recommencer pendant la Deuxième Guerre, et ensuite après avec un mouvement qui s'appelait Ichoud, l'Union, aussi avec Shmuel Hugo Bergman, avec les mêmes qui vont dire bon, maintenant on a un État, c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'on fait avec cet État? Quand on voit les discours avec Ben Gourion, c'est très intéressant. C'est vrai que Ben Gourion avait l'habitude de réunir des intellectuels régulièrement chez lui. On a les protocoles de ces États, et souvent Boubert lui dit, je caricature, on dit bon, on a un État maintenant, Asma, und qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cet État? Il y avait ce très beau livre, ne suffit pas. Voilà, ce très beau texte avec Stefan Zweig, où Stefan Zweig lui dit au début, Stefan Zweig effectivement est le contraire de Boubert pour ça, est l'homme de la diaspora, en tout cas jusqu'en 1933, qui lui dit mais j'ai eu même dans un rêve, qu'est-ce que c'est, on va faire un État, genre une espèce de petit Liechtenstein dans un coin avec des médailles, des drapeaux et des canons. Et Boubert lui dit, on vous a jamais parlé de ça, même pas en rêve. Donc on voit bien que l'idée c'était pas seulement d'avoir un État comme les autres, tout simplement parce que tous ces gens-là venaient des endroits où les États et le nationalisme étaient très importants, en disant, vous voyez ce qui se passe, ça se termine avec 2 guerres mondiales, avec la Shoah. Voilà ce que ça apporte les États. Et donc il y a eu toute sa vie cette espèce de pensée métapolitique pour dépasser la notion... Alors il y a cette définition qu'il a du peuple juif, définition nationale du peuple juif, que Stéphanie, tu vas nous lire. Le peuple juif diffère des autres nations en ce que sa tâche supranationale ne fut pas imposée sur sa vie nationale à une période tardive de son histoire, ni dans un mouvement de libération, mais à une époque précoce. Je considère, selon la tradition, que cela s'est produit au commencement même de l'histoire que nous connaissons avec certitude. Dans les premiers âges rendus authentiques par la littérature, le message et le commandement d'une société juste étaient une partie intégrale de l'histoire du peuple. La manifestation précoce et l'influence de cet idéal peuvent être reconnues dans les prédictions des prophètes que tant qu'Israël n'aura pas rempli le commandement d'établir une société juste pendant l'ère de son indépendance, il devra aller en exil et apprendre là-bas ce qui est injuste et ce qui est juste. Mais si après Israël retourne dans son propre pays et commence là à réaliser le royaume du Dieu juste dans sa propre vie communautaire et dans ses relations extérieures, la paix internationale et les débuts de l'humanité véritable sortiront de la montagne de Sion. Cet héritage particulier du peuple juif a eu une part substantielle et influença le nouveau type d'homme qui est né de son mouvement national. Voilà, ça c'est formidable parce que vous comprenez, il avait très peur que ce type de nationalisme-là, rabaissé, arrive simplement dans les bagages des Anglais. En disant, mais nous, on arrive, on est juste un petit appendice de cette chose-là, dont on sait très bien que ça marche pas. Alors, Lévinas avait un très joli mot, d'ailleurs, un peu, alors là, pour le coup, assez sidérant et très courageux. Il disait, terre promise n'est pas terre permise. Ça va très loin. Et Boubert, avant la création de l'État, soit dit en passant, il a été après parfaitement loyal. Il était vraiment toujours israélien, vous expliquez quand même, etc. Au départ, Brit Shalom, c'était quand même l'idée d'un État binational. Mais absolument, mais c'est la moindre des choses. C'était les Juifs pesaient un tiers. Les Juifs pesaient un tiers de la population. Qu'est-ce que c'est ? Déjà ça, c'était gonflé. En disant, écoutez, on est à peine un quart de la population. 50-50. Et on veut 50-50. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Comprenez, non, il fallait un peu réfléchir aussi à ça. À plus, comme vous savez, le côté des futurs Israéliens du monde juif avait l'agence juive, la Sornout avait un pseudo-État qui était prêt, d'ailleurs on a bien vu en 48, qui en quelques minutes est devenu un État. La grande erreur des Arabes étant bien évidemment d'avoir refusé, alors chacun se répand, d'avoir refusé d'avoir aussi une agence arabe, d'avoir eux aussi leur ministère, leurs profs, donc à chaque fois, bon, c'est pas très intéressant, ça fait pas avancer les choses de se
mutualiser les reproches. Mais c'est aussi ça qui s'est passé. Mais il faut avoir aussi l'idée que dans ces villes-là, on disait, mais enfin, ces gens-là pèsent 3 fois rien, ils parlent pas notre langue. Alors là, je parle d'avant la Shoah. Après la Shoah, c'est quelque chose de tout à fait autre chose. Et ça, c'est pas à Boubert qu'il fallait expliquer ce que c'était. Mais il y a un texte très intéressant de 39 où il dit « L'erreur fondamentale de l'action sioniste a résidé dans le fait que nous n'avons pas inventé de méthode politique indépendante pour notre colonisation qui, elle, est tout à fait particulière. » Donc on voit bien la colonisation. Oui, il faut bien appeler les choses par leur nom. Mais oui, d'ailleurs, il le dit, il faut avoir le droit de s'installer, le droit d'acheter des terres. Mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas arriver en route, quoi. Il ne faut pas laisser... Mais ça, c'est un peu... Au fond, il accusait au fond d'avoir fait que la moitié du chemin. Non, le mouvement sioniste de s'être laissé guider par les Anglais, au fond, de faire le travail par les Anglais. Absolument. Et le travail négatif, oui. Puisqu'on parlait des gueules tout à l'heure, oui. Le travail du négatif, c'est-à-dire en disant c'est le sale boulot, et ça va nous retomber dessus, et c'est tout à fait vrai, bien évidemment. C'est-à-dire que quand les Anglais sont partis, alors on a laissé alors on a laissé de nouveau un pays qui en plus il a dit, c'est pour ça qu'on lui reproche encore beaucoup à ce groupe-là avec Magnès qui a essayé jusqu'au dernier moment et qui a dit à Ben Gourion, attendez un tout petit peu avant de créer cet État. Il faut absolument un accord avec les Arabes, un petit accord, un État à minima. Sinon, ça va commencer par la guerre. Et ça a commencé par la guerre. Et tous les soirs, quand on ouvre la télévision, on en est encore au même point. Alors effectivement, on lui pardonne assez peu d'avoir eu, entre guillemets, raison, ou en tout cas d'avoir été suffisamment clairvoyant. Mais il reste un philosophe, il reste un intellectuel critique. Donc, et il reconnaissait très bien à Ben Gourion le fait et le devoir d'être lui un réel politiqueur et de créer son État et de faire, alors que lui était justement pour essayer d'avoir la conscience critique. Paradoxalement, je termine, c'est un peu le rôle qu'a joué Leibowitz après. Oui. En disant toujours l'espèce tout en étant le pire ennemi de Boubert. Tout en étant le pire ennemi de Boubert et en ayant qui a tout fait pour effacer sa trace. Et en ayant dit des énormités, alors sous prétexte qu'il avait une kippa sur la tête, je le défends aussi Boubert, il suffit pas, comme dans le cas de Leibowitz, que j'ai très bien connu, et qui était un homme d'ailleurs tout à fait fascinant et très sympathique, mais il suffit pas d'avoir une kippa sur la tête et de respecter les commandements de la Torah pour raconter n'importe quoi, comme il a dit, sur le discothèque et sur les gens qui étaient dans les shtachim, etc. Etc. Alors, mais malgré tout, Boubert, ce grand sioniste, il attend 1927 pour venir la première fois en Palestine, et après, il attend d'avoir une vraie nomination, il négocie, tout ça aussi lui a été un peu reproché. Gershom Scholem lui en a tenu rigueur, parce qu'à plusieurs fois, il lui dit « venez », et finalement, Boubert a attendu. Non, mais on est bien d'accord, mais Scholem, il arrive, il est en révolte sioniste contre son père, il vient sans rien parce qu'il est très jeune. Ce sionisme-là, c'est un truc de jeune. Boubert a 60 ans quand il vient. Alors c'est vrai, parce que très tôt, il voulait acheter une maison, il a commencé à venir. On s'est toujours demandé, par exemple, pourquoi il n'avait pas été là à l'inauguration de l'université hébraïque en 25. Alors qu'il en avait été l'initiateur avec Weizmann. Mais parce qu'il y avait des gens qui voulaient pas le voir. Il y avait des gens qui étaient là avec une certaine partie de l'orthodoxie. Pas tous d'ailleurs, une certaine partie de l'orthodoxie qui a dit si Boubert vient, nous on vient pas. Vous savez, il y a eu des conflits tout à fait extraordinaires. Le Rav Kook a accepté de siéger à l'ouverture de l'université hébraïque de Jérusalem que parce qu'il avait fondé un an avant le Mossad à Rav Kook, ça y est, s'y va, et on lui en a beaucoup voulu. Il y a des lettres contre le Rav Kook en disant mais vous êtes dingue, vous êtes arrivé dans cet endroit-là où on va traiter la Torah comme où on parle de Spinoza et on traite la Torah comme on parle de l'Iliade et l'Odyssée. Donc vous voyez, les enjeux n'étaient pas seulement des enjeux d'être là ou de pas être là. Oui. C'est vrai que tous ces élèves sont venus et au bout d'un moment, après, non, mais il faut le défendre pour ça, parce qu'il y a des problèmes de certificat. Il venait avec ses petits-enfants. C'était les Anglais. C'était pas le seul. Moi, j'ai travaillé dans les papiers de Julius Gutmann, qui était directement venu de Berlin pour prendre la grande chaire. Et là, on commence à parler Bitoire Léoumi. Hein. Oui. Alors, c'est bien gentil aujourd'hui. Sociale, non, mais c'est bien gentil, vous comprenez, de dire aujourd'hui, oui, il n'était pas là, mais on fait comment? Et puis, ils avaient 15 000 livres, ces gens-là. Et forcément, tellement que cette Europe était habituée à l'antisémitisme, qu'on peut le comprendre en disant, bon, ça va aller, comme quand vous lisez le journal de Klemperer, quoi. On dit, bon, là, ils vont s'arrêter, quoi. On a rendu les vélos, on a rendu les chiens, ça va pas aller plus loin. Mais comprenez, là, on peut pas non plus... Mais malgré tout, Boubert était considéré même, tout en étant un ennemi de Ben Gourion, de la méthode Ben Gourion, si je peux dire, de la réelle politique à la Ben Gourion. Il a toujours été en relation, ils se sont toujours écrits. Absolument. Et vu, à chaque fois, Ben Gourion se déplace pour son 80e anniversaire en disant « c'est moi qui viens chez vous », quand on crée l'Académie des sciences d'Israël, bien évidemment, c'est Boubert qui est le président. Enfin, je veux dire, il y a quand même tout ça qui était là.
Merci beaucoup, mais je vais terminer par une phrase de Boubert, ce sera pour Stéphanie aujourd'hui. Le sillon de la femme juive s'appelle l'amour. Merci beaucoup Dominique, merci Michael, et je vous dis à très bientôt, au revoir.